Et salut tout le monde, c'est Louis Geoffrey. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo concernant des solutions aqueuses et plus précisément du pH. Puisque du coup dans cette vidéo en fait on va s'intéresser à comment est-ce que varie le pH lors des dilutions. Du coup je tiens juste à m'excuser un petit peu pour le manque de régularité qu'il y a pu avoir ces dernières semaines. J'avais une régularité qui était lente mais qui était existante. J'essaie de poster après une fois toutes les 2 semaines, je poste un peu moins en ce moment, mais j'ai de nouveau des petites idées de choses à tourner donc je vais essayer de reposter un peu plus souvent. Du coup ici je trouve pour un exo qui est marrant parce que en soi c'est pas si compliqué mais en fait ça a l'air trivial alors qu'en fait ça l'est pas tant que ça et c'est ce que je vais essayer de vous montrer ici. En même temps du coup c'est cool parce que c'est un truc qui est accessible normalement je pense à cette période de l'année par à la fois tous les premières années et peu importe la filière, et ça peut faire office de bonne révision pour les deuxième années qui font pas trop de chimie des solutions. Donc en gros le problème il est tout simple, en fait on a une solution dans un certain pH, on réalise une certaine dilution de cette solution et on s'intéresse au pH a posteriori. Donc bon évidemment c'est les concentrations qui nous intéressent, donc les rapports de quantité sur volume. Là pour simplifier je vais prendre un exemple un peu bidon où en gros on jette 90% du volume de la solution initiale et on remplace ces 90% de volume par de l'eau. Et du coup on obtient une solution de même volume mais avec simplement une dilution par 10 puisque les concentrations ont été divisées par 10. Donc évidemment je vais m'intéresser dans ce cas là, mais ça marche tout pareil si vous rajoutez directement de l'eau ou si vous diluez par un facteur autre que 10. Bon, le facteur 10 est sympa. Ok, du coup, pourquoi est-ce que je dis que le problème a l'air trivial? Parce qu'en fait, si on prend une solution très acide, donc par exemple pH égale 0,2, on a juste envie de dire que ça veut dire que puisque le pH vaut 0,2, en fait, ça nous donne directement accès à la concentration en ion oxydium. Parce que du coup, on rappelle que pH c'est moins log de H, donc l'opération P qui signifie moins log de H, avec du coup en fait H qui va être la concentration en H3+. Et du coup, le pH c'est simplement moins log de la concentration en H3+. Éventuellement sur ces zéros, bon là je le mets pas pour l'homogénéité, c'est important de le mettre. Ok, donc bon voilà. Et du coup c'est tout bête, on a envie de dire que quand on dilue, on divise par 10 toutes les concentrations. Donc la concentration en H3+, va être divisée par 10. Donc du coup on peut envie de dire que pH final, ça va être égal à moins log de la concentration en H3+, final. Ça va donc être égal à moins log de la concentration en H3+, initiale divisé par 10. Et ça, du coup, avec des petites astuces de log, ça nous fait juste que c'est pH initial plus 1. Ok. Et en effet, si on prend une solution très acide et qu'on dilue par 10, on va augmenter le pH de 1. On peut raisonner de même sur une solution basique. Donc on va avoir un pH qui va être proche de 14. Ça veut dire qu'on a globalement 10 puissance, quasiment 10 puissance 0 de concentration en soude, donc en ion hydroxyde, et en divisant par 10, avec des mêmes calculs et en passant éventuellement par le fait qu'on peut aussi avoir pH qui est donc égal à 14 plus log de la concentration en H-, par un raisonnement similaire, on va atterrir pareil sur le fait que cette solution diminue le pH de 1. Donc si on prend une solution très basique, on la dilue par 10, on va diminuer le pH de 1. Ok, donc ces raisonnements ils sont cool, et en effet c'est des raisonnements qui sont, comme on va pouvoir le voir un peu plus tard, plutôt valides quand on a des pH très acides ou très basiques. Le problème évidemment c'est quand on va raisonner sur des pH intermédiaires, parce que typiquement si je prends un pH de 6, c'est une solution acide, et on se doute bien qu'en diluant par 10, je vais pas tomber sur un pH de 7. C'est encore plus absurde si je prends un pH de 6,8, je vais clairement pas tomber sur un pH de 7,8 en diluant un peu, parce que j'ai une solution qui est acide, pas beaucoup mais qui est un petit peu. En diluant, ma solution va rester acide, donc on s'attend à un pH qui sera un peu plus proche de 7, mais voilà, on n'arrive pas exactement à quantifier combien. Et du coup, c'est tout ce problème-là qu'on va essayer de traiter. Donc, du coup, la première étape de raisonnement qu'il faut voir, que certains ont peut-être déjà vu ici, c'est qu'il va falloir considérer KE. Parce qu'en fait, il va y avoir un équilibre entre les ions donc oxonium et les ions hydroxyde, un équilibre qui est toujours présent en solution. Et lorsqu'on dilue, en fait, on va venir rompre cet équilibre. Plus précisément, lorsqu'on rajoute l'eau, on va rompre cet équilibre. Et du coup, c'est vis-à-vis de KE que tout va se jouer, et ce qu'on va essayer de voir ici. Donc en fait, KE, on rappelle peut-être ce que c'est une constante thermodynamique qui est associée à l'équilibre donc de la relation acide-base entre le couple eau et hydroxyde. Donc c'est la constante d'acidité associée à ce couple-là. On rappelle que de manière générale, les constantes d'acidité Ka, c'est les constantes thermodynamiques associées à la réaction entre un acide et de l'eau. Du coup ici l'acide qu'on va considérer c'est l'eau, et du coup en fait on considère la réaction de l'eau avec elle-même. Et donc du coup le Ka donc associé à un couple acide-base, ça va toujours être la concentration de la base pour la concentration en H3+, sur la concentration de l'acide, et ici c'est l'eau, et donc du coup en fait, c'est plutôt l'activité que la concentration, et ici l'activité de l'eau c'est 1 parce que c'est le seul eau. Du coup on obtient directement que dans le cas où Ka vaut, dans le cas en fait le couple qui nous intéresse c'est le couple eau hydroxyde, on va obtenir directement que Ke vaut donc le produit des concentrations en OH- et H3+. De manière générale on aura Ka
qui va être égal, donc pour un couple acide-base quelconque, la concentration de la base fois la concentration de H3+, sur la concentration d'acide. Puisque du coup, ça va être associé à la réaction acide plus eau donne base plus H3+. Et du coup, avec la rédaction des masses, on a directement que Ka, ça va valoir donc H3+ fois la concentration en base sur la concentration en A fois l'activité de l'eau, et l'activité de l'eau ce sera 1 parce que ce sera le solvant. Bref, cet aparté étant fait. Ça c'est Ke, donc c'est la constante thermodynamique associée à ces équilibres. Et du coup, ça veut dire que, bon, on sait que les réactions acide-base sont très rapides, donc on va considérer qu'on est à l'équilibre instantanément. Ça veut dire qu'on est toujours censé avoir cette équation-là en solution. On est toujours censé avoir ça. Hop. Et en même temps, ça, on sait ce que ça vaut 10 puissance 114. Pour le mémotechnique, vous pouvez retenir que globalement, vous n'aurez jamais beaucoup et de H- et d'H3+. Si plutôt 10 puissance 14 ou moins 14, vous n'avez jamais beaucoup de D2, donc forcément vous tapez dans le négatif. Enfin bon, bref. Et du coup, en fait, maintenant, on voit que le problème, c'est quand on dilue par 10. Avec notre raisonnement de tout à l'heure, c'était quoi? C'était on divise par 10 la concentration en H+, ou on divise par 10 la concentration en OH-. Parce que du coup, on voit qu'en fait, on va avoir quelque chose qui n'a pas été d'équilibre, donc dans la deuxième étape, ici. Puisqu'en fait, là, j'ai rajouté l'eau de manière, par un schéma de l'esprit. Comme c'est de la thermo, je peux travailler on va dire de manière infiniment lente. Mais ça, ici, c'est quelque chose qui n'est pas à l'équilibre. Et du coup, en fait, dans ce cas-là en particulier, j'ai pas l'équilibre de Ke. J'ai pas l'équilibre de Ke, ce qu'on va pouvoir voir immédiatement, parce que du coup, juste après dilution, donc je vais nommer mes concentrations avec des I pour l'état initial, et des F après homogénéisation et après mélange avec l'eau. Et du coup, en fait, on voit qu'ici, on va avoir un souci, parce que si on s'intéresse à ce deuxième bécher, en fait, on a directement que la concentration en H fois la concentration en H-. En fait, elles valent quoi? Elles valent les concentrations initiales sur 10. Et ça, du coup, le produit des deux vaut 10 puissance 114, on divise 2 fois par 10, on obtient donc 10 puissance 116. Et donc, c'est pas du tout égal à Ke, et on n'est pas du tout à l'équilibre. Et du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir autoprotolyse de l'eau, et l'eau qu'on a rajoutée là, qui a priori, on va dire de l'eau pure, pour simplifier, on va dire qu'il n'y a que des molécules d'H2O à l'intérieur, en fait, elles vont se dissocier un petit peu, et pour reformer à la fois de l'H3+, et à la fois de l'OH-. Et en fait, c'est ça qui va permettre de remonter donc le produit des deux concentrations à 10 puissance 114. Donc du coup, pour ça, on va faire un mini tableau d'avancement. Donc la réaction qu'on va considérer, c'est celle-ci. J'ai oublié un 2 sur l'H2O. Hop. Donc si on fait un rapide tableau d'avancement. Bon, ici, on est en excès, donc on va pas s'intéresser à ça. Et on sera toujours en excès l'état final. Au début des quantités de matière en H3+ et en OH-, là je vais bosser en quantité de matière, on en avait un certain nombre, donc c'est pas très important, donc je vais appeler ça NH, je vais appeler ça NOH, c'est honnêtement pas très important. Ce qui est important, c'est surtout de voir que cette réaction crée autant d'H3+ que d'OH-. Donc ici, si on avait NH de base, là on aura du NH plus X. Et là on aura du NOH plus X aussi. Bon, en toute rigueur, il faudrait que je mette des Xi et que je mette des X pour les concentrations si je voulais être un peu clean, parce qu'après je vais bosser que en concentration. Mais bon, c'est équivalent parce qu'on travaille dans des volumes constants à chaque fois. Ça c'est très important. Pourquoi? Parce que du coup, quelles sont mes nouvelles concentrations? Bon, je vais mettre des Xi. Et je vais dire que X c'est égal à Xi sur V. Ok. Du coup, quelles sont mes nouvelles concentrations? Initialement, j'avais une concentration qui valait, par exemple, H3+ initial. J'ai dilué par 10. Donc j'avais ensuite une concentration qui valait H3+ initial sur 10. Et maintenant, j'ai rajouté une concentration X, puisque j'ai rajouté une quantité de matière Xi, pardon, et que ma concentration, c'est Xi sur V. Du coup, ça veut dire que maintenant, H3+ final, ça va être égal à H3+ initial sur 10 plus X. Et de la même manière, OH- final, ça va être égal à OH- initial sur 10 plus X. On voit que 10 ici, c'est le facteur de dilution, et du coup 10, enfin X, pardon, en fait c'est l'inconnu qu'on va chercher à trouver. Puisqu'on a l'équilibre, on sait qu'on va avoir Ke qui va être égal au produit des deux concentrations, donc qui va être égal au produit de H3+ initial sur 10 plus X, fois OH- initial sur 10 plus X. Et ça, évidemment, ça vaudra 10 puissance moins 14. Et voilà, essentiellement. On va donc du coup obtenir cette équation, qu'en fait un polynôme de degré 2, on peut résoudre. Et du coup, ce polynôme de degré 2 que je vais encadrer nous donne du coup, en fait, le pH de notre solution à l'état final. Parce que du coup, il suffit de résoudre ce polynôme. On va tomber sur deux racines, une positive, une négative. Évidemment, il n'y a que la racine positive qui a un sens physique, donc c'est celle qui nous intéresse. Et une fois qu'on a la racine positive, il suffit de calculer moins log de tout ce truc-là. Et on va trouver directement le pH. Surtout, ce qui est intéressant avec cette minoration, c'est qu'en fait, on peut la vérifier assez facilement sur des cas limites. Et du coup, on va essayer de vérifier à la fois qu'on a une formule qui marche bien lorsqu'on a de base un pH qui vaut 7. On va vérifier qu'on retombe bien sur un pH 7.
Et on va également vérifier que ça marche bien quand on prend un cas extrême. Donc je vais prendre un cas avec un pH qui vaut 0,2 pour montrer qu'on retombe bien sur un nouveau pH qui vaut 1,2. Donc la formule qu'on avait balancée au début était une approximation, mais était une bonne approximation quand même. Et après je m'arrêterai là, c'est tout ce que je voudrais vous montrer sur cet exercice. Donc du coup dans le premier cas, on va considérer qu'on a un pH initial qui vaut 7. Donc ça c'est vérification, pH I qui vaut 7. Ok, du coup dans ce cas-là, puisqu'on a un pH 7, on sait qu'on va avoir égalité entre les concentrations en H3O+, et en OH- initial. Donc ces deux quantités-là vont être égales. Du coup dans ce cas-là, résoudre cette équation X, ça revient en fait à résoudre H3O+ initial sur 10 plus X au carré, qui vaut 10 puissance moins 14. Du coup, je vais enlever le carré, je vais garder que la racine positive, parce qu'encore une fois, la racine négative a pas de sens physique. Et on sait qu'H3O+ initial, ça vaut du coup 10 puissance moins 7, puisqu'on se trouve... puisqu'on se trouve à pH 7 de base. Donc du coup, ici, on va avoir du 10 puissance moins 8 plus X, qui va valoir 10 puissance moins 7. Et du coup, on trouve directement X, qui va valoir 10 puissance moins 7, moins 10 puissance moins 8, ce qui correspond à 9 10 puissance moins 8. Hop. Évidemment, ça va être des moles par litre après. Ok. Du coup, est-ce que c'est plutôt logique et est-ce que c'est plutôt ça qu'on aurait pu s'attendre? Du coup, ouais, parce que ça veut dire qu'en gros, on avait un pH 7, en diluant, on est retombé sur un autre pH 7. Enfin, voilà. Et surtout, je sais pas, on voit qu'on a créé autant d'H3+, autant de H-, enfin on a quelque chose qui marche vraiment très bien ici. Et vous allez me dire, on vérifie pas forcément grand chose avec ça parce que je suis parti d'égalité pour démontrer qu'on retombait bien sur l'égalité, donc c'est peut-être un peu raisonnement circulaire. Mais en tout cas, en fait, on aurait pu s'attendre, si on partait d'un pH 7, à créer autant de quantité d'H3+ et de OH- pour retomber pile poil sur de nouveau un pH de 7. Et c'est exactement ce que nous donne cette formule-là. Donc, donc la vérification rédigée comme ça, c'est un peu bancal. Mais en gros, ça nous permet de bien vérifier qu'un pH de 7 qu'on dilue dans l'eau donne toujours un pH de 7. Et ça, c'est une des propriétés qu'on voulait garder et qui est vraiment très importante et qu'on garde ici. Donc on passe pas à un pH 8 ou un pH 6, comme on pouvait éventuellement dire juste avant l'exercice. On le considérer comme étant assez basique la solution. Ok, donc le premier point est vérifié, et du coup on peut se douter qu'en prenant des pH voisins de 7, donc par exemple 6,8, on va retomber sur un pH voisin de 7. Et a priori on devrait tomber peut-être sur 6,82, 83. Bon, peut-être un peu plus. J'ai pas forcément fait de calcul, mais en tout cas c'est un truc qui est du coup très cohérent et c'est une des propriétés qu'on voulait avoir. La deuxième que je vais utiliser du coup c'est quand on a un pH qui vaut 0,2. Je vais directement remplacer par la valeur numérique pour H3+ initial et pour OH- initial, ça va être plus simple de remplacer par ça dans les calculs. Donc on va directement avoir du coup 10 puissance moins 14, hop, désolé, mon 14 c'est un peu dégueulasse, qui va être égal à, donc évidemment la concentration d'H3+ c'est 10 puissance moins pH, donc on va avoir 10 puissance moins 0,2 sur 10 plus X, et là on va avoir du 10 puissance moins 13,8, puisqu'il faut que le produit des deux fasse 10 puissance moins 14 sur 10 plus X. Ok, donc on peut développer ce polynôme. Déjà là on peut remarquer que ça va nous faire du 10 puissance moins 1,2 et là du 10 puissance moins 14,8. On est content parce que si on fait le produit des deux, on retombe bien sur 10 puissance moins 16, donc tout est très logique. Donc on a du 10 puissance moins 1,2 plus X, 10 puissance moins 14,8 pardon, plus X. Ok, on va développer le polynôme, donc on va avoir un terme x carré, on va avoir un terme en X qui va être facteur de 10 puissance moins 1,2 plus 10 puissance moins 14,8. Et enfin le terme constant qui va du coup avoir 10 puissance moins 16. Et en passant tout ça de l'autre côté pour avoir un polynôme qui vaut 0, on retombe globalement sur l'équation polynomiale. Moins 14,8. Hop, plus 10 puissance moins 16, moins 10 puissance moins 14, égale 0. Déjà vite fait, c'est moins 14. Okay. Déjà on est content parce que là on a bien un polynôme avec un coefficient devant le x qui est positif, donc on va avoir un truc qui a cette tête là. Et en 0, on a quelque chose qui est négatif parce qu'on a du 10 puissance moins 14 plus 10 puissance moins 16, donc ça c'est négatif. Du coup on va bien avoir des racines, une positive et une négative, pas forcément symétrique, on aura bien une racine positive, donc on est content. Là évidemment, puisque je travaille avec un cas extrême, ça, je vais pouvoir directement simplifier ça par 10 puissance moins 1,2. On somme un truc qui est de l'ordre de 0,1 avec un truc qui est de l'ordre de... je veux pas qu'elle le dire, mais c'est très très petit. Donc évidemment, ça vaut 10 puissance moins 1,2. Et du coup, en faisant des résolutions de ça, on trouve deux racines. Donc on va s'intéresser que à la racine positive. Et je l'ai noté tout à l'heure, x1 va valoir 1,757. Voilà, 10 puissance moins 13 mol par litre. Hop. Et du coup, en fait, on peut vérifier que la probabilité qu'on veut l'avoir est conservée et on est très content. Puisque du coup, maintenant, ça veut dire que la nouvelle concentration en H3+, donc la concentration finale, en fait, elle va valoir quoi? Elle va avoir la concentration en H3+ initiale sur 10 plus X. Hop. Et du coup, évidemment, la concentration en H3+ initiale sur 10, ça équivaut à peu près 10 puissance moins 1. Ça équivaut à 10 puissance moins 13. Donc c'est globalement égal, en fait, à la concentration en H3+ initiale
sur 10. Et du coup, bien sûr, on est super content, parce qu'on retombe sur le résultat du début, c'est-à-dire que quand on va prendre le pH, on aura bien augmenté le pH de 1. Je ne fais pas une vérification avec un pH très basique, parce que par symétrie des rôles, en fait, on va retomber sur quelque chose de tout à fait équivalent, et on va également retomber sur un résultat qui nous intéresse. Et du coup, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que cette formule-là, on peut la vérifier sur des cas limites, et elle marche vraiment très bien, puisqu'elle est parfaitement cohérente avec l'intuition qu'on peut avoir, à la fois sur un pH de base neutre, et à la fois sur des pH de base très acides, de base très basiques. Dans tous les cas, j'espère que l'exercice vous aura plu. Moi, du coup, j'ai terminé de montrer tout ce que je voulais montrer. Vous voyez que c'est pas forcément un exercice qui est hyper compliqué en soi, mais il faut quand même bien s'organiser au niveau de ce qu'on fait pour arriver à cette formule-là. En particulier parce que ici, du coup, je l'ai fait sans trop me poser de questions, parce que j'ai déjà fait ça de mon côté, mais ça peut pas forcément être évident. De voir qu'il faut, de voir que la concentration finale, ça sera bien la concentration initiale sur 10, plus le résidu de l'autoprotolyse de l'eau. Donc la quantité totale d'H3O+ qu'on veut, ça correspond vraiment à la quantité d'H3O+ qu'on avait à la base, plus qu'on a recréé par autoprotolyse de l'eau. Même pour H-, et une fois qu'on a compris ça, du coup on peut directement formaliser le tout et arriver à une équation qui est vraiment simple. C'est assez chiant à résoudre comme équation, mais qui est vraiment une tête simple, c'est un simple polynôme de degré 2, et qui pourtant va parfaitement pouvoir décrire l'évolution du pH d'une solution lors de dilution par de l'eau. Voilà, du coup j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vais essayer de vous retrouver bientôt pour sûrement de la chimie orga. J'aimerais traiter d'une réaction base de zinc. Voilà, peut-être que vous la connaissez déjà, c'est la réaction de Reformatsky, je vais en parler un petit peu. Et peut-être aussi faire un peu de physique d'électromag sur un effet qui s'appelle l'effet Faraday, je crois. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et j'espère vous revoir bientôt.